Nous vivons tous une époque de grands bouleversements. D'immenses changements géopolitiques se produisent aujourd'hui dans le monde, et nous voyons l'émergence de nouvelles organisations comme les BRICS, qui représentent désormais plus de 50% de la population mondiale et plus de 40% du PIB mondial lorsqu'il est mesuré en parité de pouvoir d'achat. Ainsi, ces nouvelles organisations dirigées par le Sud global comme les BRICS représentent la majorité mondiale. Mais il subsiste un problème. Les organisations internationales les plus puissantes aujourd'hui sont en grande partie dominées par les États-Unis et les puissances occidentales. Cela inclut des institutions comme le Fonds monétaire international, le FMI ou la Banque mondiale. Ce sont des organisations où les États-Unis sont le seul pays au monde à disposer d'un droit de veto. Et même au Conseil de sécurité des Nations Unies, on constate que le pouvoir a été concentré dans ce conseil et que les États-Unis ont abusé de leur droit de veto pour empêcher d'autres pays de prendre des mesures à l'ONU qui ne leur plaisent pas, même si ces actions sont soutenues par la grande majorité de la planète. En même temps, on assiste également au retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, et il a menacé d'imposer des tarifs douaniers à des pays du monde entier. Il utilise les tarifs douaniers comme une arme politique pour attaquer les pays dont il n'apprécie pas les politiques, comme par exemple le président de gauche du Brésil, Lula da Silva. Trump essaie de le punir, lui et le gouvernement brésilien, en imposant des droits de douane de 50% au Brésil. Et cela dit, Trump n'a pas été le premier à commencer cette politique de l'instrumentalisation du dollar. Cela remonte à plusieurs décennies. De nombreux présidents américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, y compris Barack Obama, Joe Biden et George Bush, ont également instrumentalisé le dollar américain et le soi-disant système financier international dominé par les États-Unis, qui n'est pas vraiment si international lorsque les États-Unis en ont le contrôle. Et tous ces présidents américains ont imposé des sanctions unilatérales qui violent le droit international pour punir des pays dont ils n'approuvaient pas les politiques et pour tenter d'empêcher d'autres pays d'accéder au soi-disant système financier international dominé par les États-Unis, comme le Venezuela, comme Cuba, comme l'Iran, voire même la Russie. Mais nous en sommes arrivés à un point aujourd'hui où tant de pays ont été sanctionnés par les États-Unis, un tiers de tous les pays de la planète, et 60% des pays à faible revenu ont été sanctionnés, ce qui les a forcés à chercher de nouvelles alternatives économiques et financières. Et maintenant, avec Trump qui menace d'imposer des tarifs douaniers à des pays du monde entier, de plus en plus de pays cherchent des alternatives au commerce avec les États-Unis. Ils ne veulent plus dépendre du commerce avec les États-Unis. Ainsi, tout l'ordre international, l'ordre économique et l'ordre financier, l'ordre géopolitique, tout cela est en pleine mutation et nous assistons à la création d'alternatives. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai le privilège de réaliser une interview avec le célèbre économiste Michael Hudson, auteur de nombreux livres, dont Super Imperialism, The Economic Strategy of American Empire. Et Michael a publié un article très important intitulé « Comment la majorité mondiale peut se libérer du colonialisme financier des États-Unis ». Et qu'est-ce que la majorité mondiale ? Eh bien, les puissances occidentales ne représentent qu'une petite minorité de la population mondiale, même si elles ont colonisé la grande majorité des pays de la planète. L'Occident ne représente que 14% de la population mondiale. Vous savez, cela inclut les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce sont les pays de l'Occident collectif. Ils ne représentent que 14% du monde. Le reste du monde, soit 86% de la population mondiale, constitue la majorité mondiale. Et dans cet article que Michael a écrit, que je mettrai en lien dans la description ci-dessous, ainsi que dans notre entretien d'aujourd'hui, il explique comment les pays de la majorité mondiale peuvent continuer à développer des alternatives à ce qu'il appelle le colonialisme financier centré sur les États-Unis, comment la Chine a réussi à créer ses propres alternatives, et comment la Chine peut servir de modèle à d'autres pays dans le monde. Michael, c'est toujours un réel plaisir de t'avoir avec nous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Parlons de cette idée de colonialisme financier centrée sur les États-Unis que vous avez développée dans cet article. Que voulez-vous dire par colonialisme financier ? Pouvez-vous décrire ce qu'est ce système et donner un bref historique de son développement et de la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui ?
Eh bien, le colonialisme européen était en grande partie militaire. Il prenait le contrôle des pays, s'emparait du gouvernement et pouvait ainsi s'approprier leurs ressources naturelles et leurs services publics. Le colonialisme financier, lui, n'avait pas besoin d'une création militaire. En fait, si vous regardez à partir des années 1820 environ, vous aviez des pays comme Haïti dans les Caraïbes, le Mexique, le Brésil. Vous aviez aussi les pays de l'Empire ottoman, la Grèce en 1825, puis plus tard l'Égypte et la Tunisie. Ces pays-là ont essentiellement déclaré leur indépendance, souvent au prix d'une révolution. Ils se sont débarrassés de leurs maîtres coloniaux, mais ils se sont alors retrouvés face à un problème. Comment allons-nous développer l'économie alors que nous n'avons plus du tout d'argent? Les anciennes puissances coloniales qui nous dominaient ont pris tout notre argent et ne nous ont laissé aucune base industrielle, aucune infrastructure, et ils sont partis avec tout l'argent. Ce qu'ils ont dû faire, c'est emprunter. Dans les années 1820, il y a eu pays après pays, Haïti, la Grèce. Ils ont tous reçu des obligations émises par des banquiers britanniques et français. Ce qui est intéressant, c'est que ces obligations ont fait défaut presque immédiatement et il y a eu une série de défauts les uns après les autres avec des refinancements successifs. Et à chaque fois, les intérêts accumulés étaient ajoutés à la dette de ces pays qui étaient politiquement libérés du colonialisme. Ils n'étaient plus des colonies, mais ils n'étaient pas libres financièrement parce qu'ils avaient emprunté tellement d'argent qu'à la fin du XVIIIe siècle, les gouvernements des nations créancières, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et d'autres, ont mis en place soit des banques centrales, soit des commissions monétaires nationales. L'Égypte en est l'exemple principal, mais on a eu exactement la même chose en Haïti, en Tunisie et dans d'autres pays. Les commissions nationales disaient, eh bien, vous êtes en défaut, vous nous devez l'argent que nous vous avons prêté pour développer le canal de Suez, pour développer votre économie, vous devez nous laisser prendre le contrôle. C'était avant que le Fonds monétaire international n'existe. Et donc, ils ont essentiellement installé, souvent par la force militaire, une bureaucratie d'occupation qui prenait le contrôle de la politique fiscale des pays. Eh bien, ce que le gouvernement s'avère être, quand on y regarde de près, c'est essentiellement la politique fiscale, parce que c'est la politique fiscale. Qui allez-vous taxer et qui va devoir payer les impôts et quel type de revenus? Et à quoi allez-vous dépenser l'argent? Est-ce que cela va concerner des intérêts particuliers, spécifiques? Est-ce que cela va concerner la croissance nationale? La politique fiscale, c'est ce que sont les gouvernements et les commissions monétaires nationales et leurs équivalents, les banques centrales qui représentaient les banquiers commerciaux, principalement les banquiers étrangers, ceux qui se sont retrouvés à diriger le développement national, ont orienté le développement de ces nations nominalement libres, post-coloniales, selon les principes de la dépendance financière. On peut prendre comme modèle ce que la Grande-Bretagne a fait avec ses colonies américaines au XVIIIe siècle, avant la Révolution. La Grande-Bretagne a empêché les colonies de créer leur propre monnaie. Elle voulait que les colonies d'Amérique dépendent des prêteurs britanniques. D'autres pays devaient utiliser la monnaie britannique, la livre sterling ou les francs français, ou simplement l'or et l'argent, et n'avaient pas le contrôle de leur masse monétaire pour créer la capacité de dépenser dans l'économie de l'argent auquel ils auraient donné de la valeur en l'acceptant comme impôt afin de développer leur propre infrastructure. C'est cela qui a créé cette économie à deux vitesses. Et comme ces pays ont été orientés pour ne pas concurrencer les produits industriels de l'Europe occidentale ou des nations industrielles, mais pour produire des matières premières, du coton en Égypte, et non pas leur propre industrie que
certains de leurs premiers dirigeants ont essayé de développer. Alors, il y a eu cette division entre, d'une part, les producteurs de matières premières et d'autre part, les nations industrielles. Les nations industrielles ont dégagé des excédents qui leur ont permis de devenir des pays créanciers, tandis que les producteurs de matières premières sont devenus des pays débiteurs. Et à mesure qu'ils devenaient des pays débiteurs, ils perdaient leur souveraineté nationale, leur capacité à utiliser le système fiscal et la dépense de leurs impôts pour développer leur propre économie, comme l'ont fait l'Europe occidentale et les États-Unis. Et cela a créé deux types différents d'économies internationales qui ont perduré au cours des 2 derniers siècles. C'est le problème auquel sont confrontés les pays du Sud global et de nombreux autres pays de la majorité mondiale. Que vont-ils faire aujourd'hui pour essayer de développer leurs économies? Supposons qu'ils s'appuient sur leur propre monnaie au lieu du dollar américain. Comment peuvent-ils obtenir non seulement leur liberté monétaire en se détachant de tout le système occidental de philosophie fiscale, de commerce et de développement qui a été créé et imposé par les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1944-1945 avec la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale? Comment ces pays vont-ils pouvoir utiliser l'argent pour se développer eux-mêmes? Eh bien, cette question est devenue urgente sous Donald Trump et sa politique tarifaire imposant des droits de douane allant, je crois, jusqu'à 60% à des pays comme le Laos et d'autres pays asiatiques, 50% au Brésil. Comment les droits de douane imposés par Donald Trump rendent impossible pour ces pays d'exporter suffisamment de biens vers les États-Unis ou ses satellites européens pour obtenir les dollars nécessaires au paiement de la dette extérieure. Ainsi, les États-Unis ont empêché ces pays de rembourser leur dette extérieure. Eh bien, le FMI s'est adressé à des pays comme le plus notoirement l'Argentine et a dit, eh bien, nous vous prêterons l'argent pour payer la dette extérieure, mais vous devrez obtenir des dollars en vendant tout ce qui vous reste de services publics, tout ce qui vous reste de ressources minérales, votre pétrole, vos ressources, vos mines, vos forêts, vos terres. Quels que soient les actifs publics qu'il vous reste, vous devrez les vendre. Eh bien, cela laisse ces pays avec pratiquement aucune valeur nette et les États-Unis ont mis en place un système de règlement international des différends entre États. En d'autres termes, lorsqu'un gouvernement essaie de dire augmentons les impôts et commençons à taxer la rente de monopole que les compagnies pétrolières et les sociétés minières perçoivent, eh bien, le tribunal dira, eh bien, vous allez devoir payer des réparations. Vous n'êtes pas autorisé à modifier une loi qui serait défavorable à un Américain ou à ses filiales. Les mains sont liées. Le système juridique international que les États-Unis et l'Europe ont mis en place empêche les autres pays d'exercer leur souveraineté nationale sur leur propre système fiscal. Cela les empêche de récupérer la valeur de leur production pétrolière, de leur production minière, les empêche de récupérer les profits de monopoles tirés des chemins de fer, des aéroports, des ports et d'autres services publics qui ont été transformés en monopoles à mesure que leurs économies ont été thatchérisées. Et les pays du Sud global ont souffert de la thatchérisation et de la réaganomique, tout comme l'Angleterre et les États-Unis ont été dévastés par ce néolibéralisme. Donc, ce à quoi est confrontée la majorité mondiale et le Sud global, ce n'est pas seulement de s'opposer à se libérer de l'équivalent de l'héritage du féodalisme.
Il n'a pas hérité du féodalisme comme l'Europe a hérité d'une classe de propriétaires fonciers domestiques, mais de quelque chose d'encore pire. Les propriétaires fonciers et les investisseurs dans les pays du Sud global sont étrangers, pas nationaux. Dans une certaine mesure, bien sûr, il existe des oligarchies clientes qui font partie de tout cela pour soutenir tout ce système d'extraction de rente. Mais fondamentalement, les gouvernements n'ont pas le pouvoir de gérer leur propre économie et cela n'est pas de la souveraineté. Donc, si nous définissons le droit international comme permettant la souveraineté des nations, comment les pays du Sud global et la majorité mondiale pourront-ils être des pays souverains s'ils doivent commencer par rembourser les dettes étrangères? Ils sont dans la même situation qu'Haïti, la Grèce et l'Égypte et la Tunisie l'étaient tout au long du XIXe siècle, s'enfonçant de plus en plus dans la dette et devant vendre toujours plus de leur patrimoine national, de leurs ressources à des étrangers. Pour des pays comme Haïti, qui est l'une des pires victimes, ils ont accepté de payer des réparations à la France en la remboursant pour la valeur des esclaves qui avaient été affranchis. Et quand Haïti a libéré ses esclaves, elle a dit « Maintenant, nous sommes un pays libre ». Et elle était libre dans le sens où l'esclavage était interdit. Mais pour pouvoir se développer, elle a contracté des dettes étrangères et les banquiers français ont essentiellement mis en place un système tellement axé sur les banques et les créanciers que la condition des travailleurs haïtiens ne s'est pas vraiment améliorée par rapport à ce qu'elle était sous l'esclavage. La même chose s'est produite dans de nombreux pays d'Amérique latine et la même chose s'est produite en Égypte et dans d'autres pays qui avaient une liberté politique nominale. Mais à cause de leur dette extérieure, ils n'étaient pas maîtres de leur propre politique et ils étaient empêchés de s'industrialiser. Eh bien, ce qui s'est passé au XIXe siècle est désormais la norme pour l'Amérique latine, l'Afrique et les pays post-coloniaux du monde, ainsi que les pays qui sont devenus des pays débiteurs. Donc, il n'y a aucun moyen que ces dettes puissent être remboursées et dans la mesure où elles ont été contractées et supervisées par le Fonds monétaire international qui dit, eh bien, ce que nous enseignons dans toutes nos universités, ce pourquoi les gens reçoivent des prix Nobel d'économie, c'est pour montrer à quel point il est efficace d'emprunter de l'argent pour se développer et pour pouvoir rembourser ses dettes en baissant le prix du travail. Tout ce qu'il faut, c'est une guerre des classes. Si vous parvenez à appauvrir suffisamment votre main-d'œuvre, alors vous serez plus compétitif. Eh bien, bien sûr, c'est absurde. Et tout au long du XIXe siècle, surtout aux États-Unis, on s'est rendu compte que le travail bien rémunéré était plus productif que le travail de miséreux. C'était le terme travail de miséreux contre travail bien rémunéré. Et l'école américaine d'économistes a souligné qu'une main-d'œuvre bien éduquée, bien nourrie, bien logée était bien plus productive que le travail de miséreux, mais tout cela nécessitait des réformes sociales. Et les États-Unis ont empêché les réformes sociales dans d'autres pays. En particulier, ils ont empêché la réforme agraire dans d'autres pays. Depuis 1945, la Banque mondiale a bloqué tout prêt aux pays impliquant une réforme agraire. Le gouvernement guatémaltèque a été renversé en 1953 à cause de cela. D'autres pays ont été bloqués par une combinaison de la Banque mondiale, du FMI, de la politique étrangère américaine et surtout par la CIA à travers des dizaines et des dizaines d'assassinats politiques pour empêcher d'autres pays de cultiver leur propre
culture vivrière afin de devenir indépendant de la dépendance envers les États-Unis, permettant ainsi aux États-Unis de faire ce qu'ils ont essayé de faire à la Chine dans les années 1950, après la révolution de Mao. Ils voulaient pouvoir dire, eh bien, nous allons couper et imposer des sanctions à tout pays qui vous exporte de la nourriture. Nous allons vous affamer si vous ne suivez pas le système américain. Eh bien, dans les années 1950, c'est en fait le Canada qui a brisé les sanctions américaines et envoyé de la nourriture à la Chine et l'a aidé à survivre. Et en conséquence, la Chine a de décider nous n'allons pas dépendre d'un autre pays pour notre alimentation. Il faut être autosuffisant en matière alimentaire afin de protéger sa propre souveraineté politique et économique. D'autres pays ont été empêchés de faire cela par essentiellement la politique commerciale et d'investissement néolibérale qui est subventionnée par les États-Unis et imposée par la force. Et le défi pour le Sud global et les pays de la majorité mondiale ressemble beaucoup à celui auquel l'Europe a été confrontée il y a 200 ans, à savoir comment échapper au féodalisme et à la domination de la classe des propriétaires fonciers héréditaires pour créer une classe industrielle visant à devenir autosuffisante, à réduire les coûts de production, à empêcher les gens de gagner de l'argent en dormant. Comment pouvons-nous nous développer? Il n'y a plus d'idéologie de ce qui s'est développé au XIXe siècle sous le capitalisme industriel évoluait vers le socialisme. Et à la fin du XIXe siècle, tout le monde parlait de socialisme d'une manière ou d'une autre. Il y avait des socialistes chrétiens, il y avait des socialistes communautaires, il y avait des socialistes marxistes, il y avait des socialistes libertaires à la Henry George, opposés au grand gouvernement, mais favorables à la taxation du foncier. Il y avait toutes sortes de socialistes et tout le monde comprenait que le dénominateur commun des pays industriels était la nécessité d'un rôle croissant du gouvernement pour fournir les services de base, l'éducation, la santé, les transports, la poste, les communications, afin que les employés embauchés par les industriels n'aient pas à payer eux-mêmes sur leur propre salaire, leur éducation ou leurs soins de santé, que le gouvernement prenne en charge tous ces coûts externes pour minimiser le coût du travail qui doit être payé par les employeurs industriels. Et le coût du travail n'était pas minimisé en abaissant le niveau de vie, mais allait de pair avec une amélioration du niveau de vie. Mais une part croissante de cette amélioration du niveau de vie était assurée par l'investissement public et l'investissement social dans la réforme sociale, dans la protection des consommateurs, la protection des malades. Et cette philosophie, c'est ce qui a été complètement renversé par le marché libre, un changement dans ce que signifiait un marché libre à la fin du XXe siècle.